Radio Okapi. Grande interview. Insécurité dans l'Est et circulation incontrôlée des armes légères dans la région des Grands Lacs africains. L'ONG CRISPAL Afrique plaide pour la ratification par la RDC du traité sur le commerce des armes. Le cri de secours contre la prolifération des armes légères et les petits calibres en Afrique a déposé mardi dernier à l'Assemblée nationale un mémorandum demandant à cette chambre du Parlement d'autoriser la ratification de ce traité. Le directeur exécutif de cette ONG a fait remarquer que plus de 2 millions d'armes en circulation en RDC sont à la base de l'insécurité, des tueries, de pauvreté ainsi que de multiples violations des droits de l'homme. Pour en parler, grande interview reçoit dans ce numéro Maître Jean-Paul Matouk Mounan. Il est directeur exécutif de CRISPAL Afrique. Avec lui, nous allons aborder la problématique notamment de la ratification du traité sur le commerce des armes, mais aussi sur les questions liées à la sécurité et au développement de la RDC en rapport toujours avec la ratification de ce traité. Produite avec le concours de Alain Irung sous la supervision de Tina Salama, cette émission vous est présentée par Michel Kifindangoy. Grande interview, c'est parti. Fidèles auditeurs des radios Okapi, bienvenue à ce nouveau numéro de Grande Interview. Nous avons la joie de recevoir dans notre studio Maître Jean-Paul Matouk Mounan. Il est directeur exécutif de CRISPAL Afrique, une ONG qui s'implique dans la lutte contre la prolifération des armes légères et des petits calibres. Maître Jean-Paul Matouk Mounan, bienvenue dans Grande Interview. Bonjour Michel. Avant toute analyse, votre portrait rendu ici par Tina Salama. Portrait. Maître Jean-Paul Matouk Mounan est juriste, un civiliste de formation. Il est doctorant nouveau régime en diplomatie préventive, stratégie, défense et maîtrise des armements. Il a un DES en histoire militaire. Il a un diplôme de licence en droit, également un diplôme d'agrégation en psychologie et sciences de l'éducation pour l'enseignement, degré supérieur. Maître Jean-Paul Matouk a eu une expérience professionnelle fort enrichie dans le domaine de l'urgence, de la démocratisation et de l'appui institutionnel, dans les affaires politiques et le processus électoral, pour avoir travaillé dans les missions des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, notamment au Kosovo, au Népal, au Timor oriental, en Haïti et en République démocratique du Congo avec la MONUC à l'époque. Il a aussi mené des recherches de terrain dans le domaine de la prolifération et circulation incontrôlée des armes légères et des petits calibres dans la partie Est de la RDC avec les instituts belges GRI et allemands BICC. Il a également travaillé pour la CEAC à Libreville au Gabon où il a participé à 2 grands projets sécuritaires. Le premier porté sur la coopération en matière de sécurité intérieure des États membres de la CEAC avec la force multinationale de l'Afrique centrale, le FOMAC, et le deuxième projet porté sur la recherche en vue de l'élaboration du livre blanc sur les sociétés privées de sécurité en Afrique centrale avec le deuxième programme d'appui à la paix et la sécurité de l'Union européenne. Maître Jean-Paul a travaillé également avec le Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique, UNREC, où il a participé à 2 grands projets sur l'élaboration d'instruments juridiques pour le contrôle des ALPC. Il a travaillé comme chef de projet pilote de sensibilisation en vue d'un désarmement civil volontaire en Ituri, en République démocratique du Congo, dans le consortium des ONG AIP et CRISPAL Afrique pour le compte du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. À ce jour, il dirige donc les activités de l'ONG CRISPAL Afrique, travaillant sur les questions de la gouvernance sécuritaire et judiciaire, contrôle démocratique et redevabilité du secteur de la défense et de la sécurité. Il est auteur et co-auteur de plusieurs monographies et rapports sur la problématique des ALPC, armes légères et des petits calibres, et l'industrie de la sécurité privée dans la région des Grands Lacs en général. Portrait. Maître Jean-Paul Matouk, vous êtes directeur exécutif de CRISPAL Afrique. De quoi s'occupe votre organisation? Merci pour la question, cher Michel.
CRISPAL Afrique a comme mission principale la gouvernance sécuritaire et judiciaire, mais aussi les contrôles démocratiques et la redevabilité du secteur de la défense et de la sécurité. Les sous-rubriques, n'est-ce pas, de cette grande machine gouvernance sécuritaire judiciaire, il y a la lutte contre la prolifération des armes légères et des petits calibres, il y a la question de la sécurité physique et la gestion des stocks d'armement, il y a la question aussi de la non-implication des enfants dans les conflits armés, il y a aussi la question, n'est-ce pas, de la résolution pacifique des conflits. Bon, voilà, il y a tout un tas, n'est-ce pas, de catégories analytiques qui rentrent dans les cadres de la gouvernance sécuritaire et judiciaire, notamment le monitoring aussi des instruments juridiques en matière des armes légères et des petits calibres applicables à la RDC et notamment dans la région des Grands Lacs qui à ce jour est constituée comme l'axe ALPC les plus importants. Votre organisation existe depuis combien de temps? Comment faites-vous pour avoir des financements qui vous permettent de faire tous ces plaidoyers que vous menez? CRISPAL Afrique est fondée en 2009 à Bunia, donc à l'occasion du pilotage du premier projet pilote de désarmement civil volontaire à Ituri. En ce qui concerne les financements, comme vous le savez, c'est ici aussi l'occasion de le dire, la plupart des organisations qui relèvent de la société civile ne bénéficient pas des subsides de l'État. Donc, comme notre engagement est volontariste, ce sont principalement, en ce qui concerne les ressources régulières de l'organisation, ce sont nos membres, n'est-ce pas, qui contribuent, donc moyennant des cotisations, mais aussi nous avons un réseau aussi important, n'est-ce pas, des partenaires au niveau sous-régional et surtout au niveau international. Je ne manquerai pas de citer les noms de quelques partenaires importants. Donc vous avez le groupe de recherche pour la paix et la sécurité, le GRIP, qui est basé à Bruxelles, la coalition mondiale Contrôler les armes, Control Arms Coalition, qui est basée à New York. Vous avez ICAN, donc c'est en anglais. ICAN, c'est la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires. Au niveau national, nous avons un partenaire important, c'est la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres et de la réduction de la violence armée, qui est une structure gouvernementale spécialisée sur les questions, n'est-ce pas, des armes légères et des petits calibres. Bon, c'est une structure interministérielle qui comprend les ministères de la Défense, de l'Intérieur et aussi les affaires étrangères. Visiblement, vous êtes engagé dans la lutte contre la circulation des armes légères et de petits calibres, et c'est à ce titre que vous avez déposé mardi dernier un plaidoyer pour demander la ratification du traité sur le commerce des armes par la RDC. Qu'est-ce qui motive votre démarche? La motivation est simple, c'est le contexte actuel, donc c'est-à-dire que les pays à longueur d'année, on ne cessera de le dire, se transforment en barils de poudre. On enregistre des morts en cascade, l'insécurité est liée à l'usage des armes à feu. Notre organisation est basée à l'est de la République et au quotidien, nous vivons des scènes terribles liées une fois encore à l'usage abusif de ces armes légères et des petits calibres. Donc ça c'est la motivation principale, donc les conséquences massives, néfastes de ces armes légères et des petits calibres qui finalement circulent de façon incontrôlée, notamment par manque d'instruments juridiques et de régulation, d'abord au niveau national, et même les instruments juridiques en matière des armes légères et des petits calibres qui sont ratifiés par la République démocratique du Congo, notamment les protocoles de Nairobi, la convention de Kinshasa, qui ont du mal à être mis en œuvre. Donc ces instruments juridiques, je voudrais dire, ont du mal à être mis en œuvre alors qu'il y a une commission qui est chargée de faire ce travail. Je ne m'attaque pas à la commission parce que la commission n'a pas les moyens nécessaires, n'est-ce pas, de faire son travail. Donc elle n'est pas correctement staffée, elle n'est pas correctement déployée en province. Donc elle a cette difficulté du fait, n'est-ce pas, du manque d'appui du gouvernement central. Donc c'est le moment de le dire. Alors en quoi la ratification du TCA sera-t-elle profitable à la RDC? Mais écoutez, les TCA ou les traités sur le commerce des armes, c'est un instrument juridique qui porte des dispositions sur le contrôle des transferts d'armement.
Vous avez les groupes armés qui pullulent comme des lapins à l'est de la République démocratique du Congo. Vous les appelez groupes armés parce qu'ils sont armés. D'où proviennent cet armement, n'est-ce pas, entre les mains de ces groupes armés. Donc, alors, les traités sur le commerce des armes portent des dispositions de contrôle, des dispositions sur un mécanisme solide de contrôle d'armement. Donc, en signant les traités, la République démocratique du Congo se donne la possibilité à la fois d'avoir un instrument juridique, je le rappelle ici, qui est le traité sur le commerce des armes, et le tout premier instrument juridique international contraignant. Et donc voilà, c'est tout à fait compréhensible et que les traités soient considérés comme une nécessité absolue pour le gouvernement congolais. Et voilà. Donc, sans ces traités, je me demande bien comment le Congo pourra avoir une politique cadrée en matière de gestion des transferts d'armement. Vous êtes à l'écoute de grandes interviews sur Radio Okapi. Nous avons la joie de recevoir dans ces studios Maître Jean-Paul Matouk Mounan. Il est directeur exécutif de Crispal Afrique qui plaide pour la ratification par la RDC du traité sur le commerce des armes. Alors, Maître Jean-Paul Matouk, quelles sont les implications du traité sur le commerce des armes pour les États comme la RDC? Voilà, ça c'est véritablement une question très très pertinente, donc qui pourra aussi permettre, n'est-ce pas, aux gouvernementaux, donc à ceux qui sont au pouvoir, de comprendre les bien fondés, n'est-ce pas, de ces traités et aussi d'éviter que ceux qui sont impliqués dans la décision des ratifications, de ne pas avoir peur de s'engager dans la voie des ratifications de ces traités. Ces traités sur le commerce des armes reconnaît les droits souverains d'un État de réglementer et de contrôler les armes conventionnelles exclusivement sur son territoire. Ce traité reconnaît aussi les droits légitimes d'un État à procéder au commerce légal de ces armes. Donc il n'y a aucune crainte pour l'État congolais de s'abstenir, n'est-ce pas, à signer ces traités comme si c'était un traité de désarmement ou de contrôle. Non, pas du tout. Donc c'est un traité aussi qui renforce les accords internationaux existants. Ce traité aussi permet, n'est-ce pas, de renforcer les contrôles, n'est-ce pas, des passages ou des mouvements d'armement au niveau des frontières. Avec la ratification du traité sur le commerce des armes et beaucoup plus de volonté politique pour sa mise en œuvre, je crois que les frontières seront beaucoup plus sécurisées et par voie de conséquence, les populations aussi. Comme vous le savez, les Congolais, la population congolaise a plus besoin de la sécurité et du développement. En quoi ce traité pourra-t-il répondre aux attentes des Congolais? Au jour d'aujourd'hui, le maître mot, c'est la sécurité. Nous venons de faire le parcours de plusieurs provinces de l'Est. Un seul mot qui revient à la bouche du Congolais ou des communs des Congolais, c'est la sécurité. Vous suivez au quotidien la situation à Beni, la situation dans les Nord Kivu en général, les Sud Kivu, le Maniema et en particulier la province l'Ituri et la province du Tanganyika. Je viens de Kalemi où la vie est intenable. Les situations vivent dans un sentiment d'insécurité extraordinaire. Donc, ce traité permet, une fois encore, de donner à la RDC la possibilité d'avoir une réglementation nationale pour mettre fin à cette situation ou à ces flux finalement d'armes qui alimentent, comme on le dit toujours, l'insécurité, les violations des droits de l'homme, la pauvreté et même ces sentiments d'insécurité au niveau de population. Alors, ces armes circulent jusqu'aujourd'hui puisqu'il y a des entreprises, il y a des grands capitaux qui sont investis dans l'industrie d'armement. Et quelles sont les implications de ces traités sur l'industrie d'armement? Oui, bon, c'est aussi l'occasion Parce que cette question est pertinente, d'autant plus que si les producteurs des armes peuvent faire un contre-plaidoyer à des pays à ne pas signer les traités, vous comprenez que ça va être compliqué. Absolument, la question est importante. Donc c'est aussi l'occasion de dire ici que ce traité sur le commerce des armes n'est pas un traité de désarmement. Non.
c'est un traité qui porte des dispositions de contrôle, et même que les industries qui travaillent de façon légale et loyale sont protégées par ces traités. Pourquoi? Parce qu'il y a des raisons qui sont tout à fait légitimes pour les États de se procurer des armes, notamment la question de la sécurité nationale, la question du maintien de l'ordre et aussi la question de la défense nationale. Ce n'est pas un traité de désarmement, c'est un traité de contrôle. Les industries d'armement qui travaillent dans le respect des normes ont plus d'avantages que d'autres industries donc, qui travaillent donc, dans le marché gris ou de façon clandestine. Donc il n'y a aucune crainte pour l'industrie d'armement de tirer les ficelles derrière les gouvernementaux pour les empêcher, n'est-ce pas, à signer les traités. Donc ce traité est avantagé à la fois, principalement, n'est-ce pas, aux populations civiles et aussi au gouvernement et même à ces industries d'armement. Quelles sont les sources de circulation de ces armes? La cause, c'est quoi justement? Parce que les armes circulent pendant longtemps, ça tue des gens et ça continue encore à circuler. Et évidemment qu'il y a plusieurs sources, n'est-ce pas, ou plusieurs causes, n'est-ce pas, qui expliquent cette surenchère ou cette inflation, si vous voulez, circulation incontrôlée, prolifération des armes légères et de petits calibres, en particulier des munitions. Mais la source principale ou la cause principale, c'est la fuite des stocks d'armement. La République démocratique du Congo ne prend pas les soins, n'est-ce pas, d'avoir des infrastructures militaires à mesure de bien entreposer les armes. Il y a ce qu'on appelle un projet, c'est un vaste projet, un projet très important. Il y a même un rapport qui est sorti BICC, c'est en anglais, Bonn International Center for Convention, qui est basé à Bonn, qui a fait un rapport accablant sur la RDC. Ça veut dire que les armes ne sont pas entreposées dans les normes militaires. Les dépôts ne répondent pas, n'est-ce pas, aux standards internationaux, ce qui occasionne la fuite des stocks. Et la fuite des stocks constitue, n'est-ce pas, la source principale de ces flux d'armes, de cette prolifération et circulation incontrôlée des armes. C'est ici aussi l'occasion de lancer un appel, n'est-ce pas, au gouvernement congolais de prendre ses responsabilités pour la sécurisation des stocks d'armement, donc la sécurité physique et la gestion des stocks d'armement. Au besoin même de trouver des zones d'enfouissement pour mettre, n'est-ce pas, des armes, à défaut de procéder à la conversion définitive des armes issues du désarmement, créer des zones d'enfouissement qui vont être des zones militaires avec beaucoup de restrictions. Parce qu'une arme, même obsolète, peut faire des dégâts. Il y a des bandits qui opèrent avec des armes qui sont obsolètes, qui ne sont pas en état d'usage, mais qui font peur avec ça. Donc il est question vraiment de renforcer la politique de la sécurité physique et la gestion des stocks d'armement. Est-ce que la ratification de ces traités ne risque-t-elle pas d'empiéter sur la souveraineté de la RDC? Je viens de répondre à cette question. Les traités reconnaissent les droits souverains d'un État à réglementer et à contrôler les armes conventionnelles exclusivement sur son territoire national. Les traités reconnaissent aussi les intérêts légitimes des États dans le domaine des achats ou du commerce de façon générale de ces armes-là. Donc il n'y a aucune crainte que l'État puisse craindre que en signant les traités, il connaîtra des restrictions. Non, pas du tout. Ou le Parlement ou l'exécutif congolais à avoir des réticences à s'engager sur la voie, n'est-ce pas, de la réglementation nationale, sous-régionale et internationale, ou si vous voulez, l'universalisation de ces traités sur le commerce des armes. Vous venez de nous rejoindre en cours d'émission sur Radio Okapi. Grande interview reçoit ce jour Maître Jean-Paul Matouk, directeur exécutif de Crispal Afrique, une ONG qui s'investit dans la lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres. Alors, Maître Jean-Paul Matouk, vous avez déposé un mémorandum mardi dernier à l'Assemblée nationale pour exiger la ratification du traité sur le commerce des armes au cours de cette même session parlementaire. Pensez-vous qu'il y a une volonté du côté de la RDC de bloquer la ratification du TCA?
Bon, je ne peux pas me mettre, n'est-ce pas, à la place du gouvernement pour savoir ce qu'il pense ou non. Mais ce qui est quand même hallucinant, c'est que ce traité, depuis non seulement son adoption au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York en avril 2013, et même sa ratification exactement le 24 décembre la même année, c'est quand même hallucinant pour un pays dans un contexte sombre, spécialement dans les domaines de sécurité, où les populations civiles meurent des suites d'armes à feu, que les responsables, n'est-ce pas, au plus haut niveau du gouvernement, je parle de l'exécutif, du Parlement, ne puissent pas s'intéresser à les questions qui sont liées à la résolution, n'est-ce pas, de cette question de la circulation incontrôlée. Ce que je veux dire ici, c'est quoi? Le Parlement est investi, ou le Parlement est, comme disent les Anglais, considéré comme le temple de la démocratie. Mais alors, au lieu d'établir l'ordre des priorités sur les questions à traiter au niveau du Parlement, parce que priorité, comment voulez-vous parler de développement s'il n'y a pas de sécurité? Les parlementaires sont là pour représenter et protéger les intérêts de leurs électeurs, du peuple, de façon générale. Mais le peuple vit dans un sentiment permanent d'insécurité. Et je pense que c'est une priorité absolue au jour d'aujourd'hui pour le Parlement de ratifier ces traités qui, sur le plan psychologique d'abord, va permettre à la population d'avoir un sentiment, n'est-ce pas, que leurs élus s'intéressent, n'est-ce pas, aux questions de sécurité. Bon, autre chose, c'est que je ne voudrais pas dire ça, mais je pense qu'en traitant des questions mineures, tout le temps au niveau du Parlement, le Parlement se transforme en un sanctuaire des marchands des morts. Parce que chaque jour, chaque samedi, chaque vendredi, 10 morts à Beni, 20 morts à Beni, et ainsi de suite, quand on fait le total, les mouvements des populations, les déplacés internes. Mais c'est hallucinant que cette question ne soit pas traitée en priorité. C'est quand même étonnant. Le Parlement doit être un temple de la démocratie, gérer des questions liées aux intérêts suprêmes de la population civile. Le gouvernement a comme responsabilité première répondre aux besoins des citoyens. Les besoins des citoyens congolais aujourd'hui, c'est la sécurité. Mettre cette question des ratifications du TCA au frigo du Parlement ou dans les tiroirs de l'hémicycle, en tout cas, pour nous, de la société civile, nous pensons que le Parlement congolais est en train de se transformer en un sanctuaire des marchands des morts. Et c'est scandaleux. Il faut que cela s'arrête. C'est la dernière session parlementaire et nous exigeons ici, au nom de toute la population congolaise, endeuillée ou qui vit dans le sentiment d'insécurité, nous exigeons à ce Parlement très rapidement de pouvoir ratifier ou autoriser la ratification de ces traités. Et que très rapidement, cet instrument juridique de ratification soit promulgué. Ça, c'est que la société civile donne comme opportunité, n'est-ce pas, à ces parlements de sortir par la grande porte. Le peuple congolais s'en souviendra. Le Parlement sortira par la grande porte en signant un acte majeur, comme celui-ci, qui garantisse, n'est-ce pas, la sécurité et la paix des citoyens congolais. Est-ce qu'il y a des pays limitrophes de la RDC ou les pays de la région qui ont quand même déjà signé ces traités? Parce qu'il y a toujours ces Monsieur Michel, écoutez-moi bien. Les engagements des États sont conditionnés par leur contexte interne. Le contexte congolais n'est pas le contexte soudanais. Le contexte congolais n'est pas le contexte rwandais. Le contexte politique ou les micro ou macro cosme socio-culturel, politique, les réalités ne sont pas transposables. Vous n'allez pas en disposer autrement que la sécurité est le maître mot en République démocratique du Congo. Le Cameroun fait partie des États de l'Afrique centrale, mais le Cameroun vient de ratifier les traités sur le commerce des armes et beaucoup d'autres États de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi les Congos seraient en retard sur ces chemins-là? Alors, quelle stratégie comptez-vous mettre en place au niveau de votre organisation ou des structures internationales qui luttent contre la prolifération des armes pour contrôler la circulation des armes dans la région des Grands Lacs notamment? CRISPAL Afrique relève de la société civile. Nous n'avons pas le mandat de contrôler les armes.
le mandat de contrôler les armes relève du domaine monopolistique de l'État. Ce que nous faisons, ce sont des plaidoyers, attirer l'attention, n'est-ce pas, du gouvernement. Moi-même qui vous parle ici, j'ai eu l'opportunité de faire un parcours assez important, n'est-ce pas, dans ces démarches, n'est-ce pas, depuis les premiers PREPCOM, donc disons les comités préparatoires des Nations Unies pour l'existence de cette TCA en juillet 2010. J'étais à New York, j'étais présent. Et bon voilà, donc à cette époque-là, je voyais comment le Congo était engagé pour que ces traités puissent exister. Et c'est étonnant aujourd'hui que le Congo, tout d'un coup, soit ou désintéressé, ou bon voilà, c'est un peu compliqué. Donc je sais pas si ça pourrait vous paraître un peu gonflant. J'ai de l'expertise dans le domaine de la diplomatie préventive, stratégie, défense et maîtrise des armements. Lorsque vous n'avez pas des cadres juridiques pour la réglementation d'un domaine donné, en l'occurrence ici la sécurité, vous ne savez pas comment mettre votre pied pour faire votre travail complètement. Il s'agit ici des mécanismes réglementaires ou juridiques à côté des mécanismes institutionnels. Nous avons des institutions. Ces institutions vont faire leur travail comment s'ils n'ont pas, n'est-ce pas, une politique de travail. Alors la toute dernière question, êtes-vous confiant que le Parlement congolais arrive à autoriser la ratification de ce traité avant la fin de cette session parlementaire? Absolument, absolument. Moi, je crois au sens des responsabilités de l'honorable président de l'Assemblée nationale, l'honorable Aubin Minakou, parce que je rappelle ici, n'est-ce pas, où j'informe nos auditeurs ou les rappeler que ce traité est déjà adopté au niveau du Sénat. C'est une procédure régulière qui existe. Voilà, le Sénat a déjà adopté les traités. Donc il est tout à fait important pour les parlementaires, si vous voulez, la Commission de défense et sécurité ou PAJ, d'agir très vite avant la fin de cette session pour autoriser la ratification, afin que, bon, voilà, comme je l'ai dit, qu'ils sortent par la grande porte. Donc le peuple congolais n'a pas besoin qu'on lui parle au jour d'aujourd'hui, n'est-ce pas, de l'importation des véhicules et tout ça pour les besoins des provinces, bien que ce soit une bonne chose pour leur permettre la mobilité. Mais le peuple congolais a besoin de la sécurité. C'est aussi avantageux à la fois à la population civile et au gouvernement lui-même. Alors, maître Jean-Paul Matouk Mounane, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, monsieur Michel. Fin de grande interview sur Radio Okapi. Cette émission vous a été produite avec le concours de Alain Irung sous la supervision de Tina Salama. Michel Kifindangoy vous l'a préparé grâce à la mise en onde de Alain Goy. Merci de rester fidèle à Radio Okapi. Prochain rendez-vous samedi prochain, même heure, même fréquence, Radio Okapi. Merci et au revoir.